Payer les factures ne veut pas dire que tu comptes pour nous, m'ont dit mes parents au dîner de promotion de mon frère. J'ai donc rétorqué qu'ils pouvaient s'occuper des 6 900 € dont ils dépendent. Cette nuit-là, j'ai tout coupé. Au matin, les voisins hurlaient, ma sœur était à ma porte. Et j'ai porté le coup de grâce. Va-t'en. Ce n'est pas parce que tu paies les factures que tu as de l'importance, a dit ma mère lors du dîner pour la promotion de mon frère. Mon père a ajouté, tu es juste aigri. Il réussit mieux que toi. Je les ai simplement regardés et j'ai dit, parfait. Alors il pourra s'occuper des 6 900 € dont vous dépendez chaque mois. Cette nuit-là, j'ai tout coupé. Au matin, les voisins ont entendu des cris. Ma sœur était à ma porte. Et c'est là que j'ai porté le coup final. Je m'appelle Antoine. J'ai 33 ans et depuis 7 ans, je paie pour une vie dont je ne fais pas vraiment partie. Je travaille comme directeur des achats pour une PME industrielle. Le travail n'est pas prestigieux, mais il paie suffisamment bien pour que je me sois construit une existence confortable. Un appartement propre en ville, une voiture fiable, des économies qui devraient augmenter plus vite qu'elles ne le font. C'est sur ce dernier point que les choses se compliquent. Chaque mois, sans faute, 6 900 € quittent mon compte. Pas en une seule fois. C'est réparti sur plusieurs transactions, chacune liée à un élément différent de l'infrastructure de ma famille. Le crédit immobilier de la maison de mes parents, 2 400 €. Les charges, 600 € de plus. Les mensualités des 2 voitures, 800 €. Le remboursement minimum du prêt étudiant de mon frère, 450 €. Les paiements par carte de crédit qui, d'une manière ou d'une autre, finissent toujours par m'incomber, 1 200 €. Puis il y a les courses, les primes d'assurance, les urgences aléatoires que seul moi semble en mesure de gérer. Je n'ai pas commencé comme ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon premier vrai travail à 26 ans, j'étais fier. Mes parents étaient fiers aussi, de cette manière distante qu'ils avaient de reconnaître les choses sans vraiment les célébrer. Mon jeune frère Lucas était encore à l'université à l'époque, étudiant la gestion d'entreprise avec des rêves de succès dans le monde des affaires. Ma sœur Emma terminait le lycée, planifiant son avenir avec le genre de confiance qui ne vient que lorsqu'on sait que quelqu'un sera toujours là pour vous rattraper si vous tombez. Ce quelqu'un, c'est devenu moi. Ça a commencé modestement. Le camion de mon père avait besoin de nouveaux pneus. Les soins dentaires de ma mère n'étaient pas couverts par l'assurance. Lucas avait besoin d'aide pour le loyer quand son job à temps partiel a pris fin. Chaque fois, ils appelaient avec ce ton spécifique dans leur voix, pas tout à fait suppliant, mais lourd d'attente. Le genre de poids qui vous fait vous sentir coupable ne serait ce que d'envisager de dire non. Alors, je n'ai pas dit non. J'ai dit oui, encore et encore et encore. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'étais discrètement devenu l'épine dorsale financière de toute la famille. Ils n'ont jamais demandé si c'était tenable pour moi. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais mes propres rêves qui nécessitaient un financement. Ils ont simplement supposé que, parce que je pouvais aider, je le ferais. Et parce que j'avais aidé une fois, j'aiderais pour toujours. La maison dans laquelle ils vivent, celle avec le grand jardin et la cuisine rénovée. J'ai versé 60% du prix d'achat. Nous avons structuré cela étrangement à l'époque. Mon père a insisté pour que son nom soit sur l'acte de propriété car ce serait mieux pour leur crédit, mais c'est mon argent qui a rendu cela possible. J'ai gardé les documents, au cas où. Au cas où de quoi, je n'en étais pas sûr à l'époque. Lucas a obtenu son diplôme il y a 3 ans et a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique. Pas un mauvais poste, mais rien de spectaculaire. Pourtant, mes parents le traitaient comme s'il venait d'être nommé PDG d'une entreprise du CAC 40. Chaque petite promotion était accompagnée de fanfares. Chaque client qu'il décrochait lui valait des éloges lors des dîners de famille auxquels j'assistais rarement parce que j'étais trop occupé à faire les heures supplémentaires qui payaient pour ces dîners. Emma a déménagé l'année dernière, a épousé un gars qu'elle fréquentait depuis sa 2e année d'université. Beau mariage. J'ai payé le photographe. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'a remercié non plus. C'était simplement entendu. C'est ça, le problème quand on est utile. Les gens arrêtent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme une fonction, un chéquier avec un pouls. J'avais appris à vivre avec. Je me disais que c'était temporaire, que les choses finiraient par s'équilibrer, que la famille signifiait sacrifice. Mais ensuite, l'invitation est arrivée. Par SMS de ma mère. Court et désinvolte.
Lucas est promu directeur de compte senior. Dîner vendredi à l'auberge de Lyon à 19h. Tu devrais venir. Tu devrais venir. Pad, nous serions ravis de t'avoir parmi nous. Pad, nous voulons fêter ça avec toi. Juste tu devrais venir. Comme si on m'accordait la permission d'assister au succès de quelqu'un d'autre. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Assis dans mon appartement silencieux. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur de ma fenêtre. Quelque chose dans la formulation clochait. Quelque chose dans toute la situation clochait. Mais j'ai répondu quand même. Professionnel et bref. J'y serai. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon appartement, propre, organisé, vide, et j'ai commencé à me demander pourquoi exactement je payais. L'auberge de Lyon était l'un de ces restaurants où le menu n'indiquait pas les prix et où les serveurs parlaient à voix basse et respectueuse. Je suis arrivé pile à l'heure, vêtu du même costume gris anthracite que je portais pour les présentations clients, et j'ai trouvé ma famille déjà réunie dans un salon privé à l'arrière. Mes parents étaient assis en bout de table, ma mère dans une robe que je ne reconnaissais pas, et mon père dans un blazer qui avait encore les plis du grand magasin sur les manches. Lucas tenait le crachoir au centre, la cravate desserrée, le visage rougi par les verres d'avant-célébration. Emma et son mari occupaient l'autre bout, faisant défiler leur téléphone entre deux gorgées de vin. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. J'ai pris le siège vide près du coin, celui qui semblait être une pensée après coup. Un serveur est apparu presque immédiatement, remplissant les verres d'eau et prenant les commandes de boissons. J'ai demandé une bière. Lucas a commandé un whisky haut de gamme et a souri comme s'il venait de gagner au loto. Le dîner a commencé par des banalités. Ma mère a demandé à Emma des nouvelles de son nouvel appartement. Mon père a raconté une longue histoire sur une partie de pêche qu'il avait faite avec son frère. Lucas a raconté sa réunion de promotion dans les moindres détails. Chaque compliment de son patron. Chaque hochement de tête impressionné de l'équipe de direction. J'écoutais en silence, hochant la tête de temps en temps. Ma présence n'était reconnue que lorsque le serveur devait passer devant moi pour poser une assiette. La nourriture était bonne. Un steak saignant, des légumes rôtis. Une sorte d'écrasé de pommes de terre truffées qui coûtait probablement plus cher que mes courses de la semaine. Je mangeais lentement, laissant les conversations me submerger comme un bruit de fond. Puis ma mère a levé son verre. « À Lucas, dit-elle, sa voix tranchant dans le brouhaha. Pour avoir enfin accompli ce dont nous l'avons toujours su capable, pour nous rendre fiers. » Tout le monde a trinqué. J'ai levé le mien sans enthousiasme, la bière ayant soudain un goût fade. Mon père s'est raclé la gorge. Tu sais, c'est agréable d'avoir un fils qui fait vraiment quelque chose de sa vie. La table est devenue silencieuse un instant, juste assez longtemps pour que ce commentaire fasse son effet. Lucas a eu un sourire narquois en buvant son whisky. Emma n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai posé mon verre doucement, le tintement contre la table plus fort que je ne l'avais prévu. Ma mère s'est alors tournée vers moi, son expression se situant entre la pitié et l'irritation. « Antoine, je pense qu'il est temps que tu partes. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » « C'est la soirée de Lucas, a-t-elle poursuivi. Son ton était neutre. « Tu es assis là à faire la tête depuis que tu es arrivé. Nous n'avons pas besoin de ta négativité pour gâcher la fête. » Mon père a hoché la tête, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il venait de résoudre un problème difficile. « Ce n'est pas parce que tu paies les factures que tu as de l'importance, a-t-il ajouté. Tu es juste aigri que Lucas réussisse mieux que toi. » Les mots sont restés en suspens dans l'air, vifs et délibérés. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis Lucas, qui me fixait avec la même expression suffisante qu'il portait depuis l'enfance. Chaque fois qu'il s'en sortait bien. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde à table sur moi, attendant que je fasse une scène, attendant que je leur donne raison. Au lieu de cela, j'ai souri, calme, froid. « Parfait, ai-je dit, ma voix stable. Alors il pourra s'occuper des 6 900 € dont vous dépendez chaque mois. » Le silence qui a suivi était absolu. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Le visage de mon père est devenu rouge. Le sourire narquois de Lucas a vacillé. Je me suis levé lentement, lissant ma veste et posant ma serviette sur la table avec le genre de soin que l'on prendrait pour manipuler quelque chose de fragile. « Profitez bien de votre dîner, ai-je dit. Puis je suis sorti, le son de mes pas résonnant dans le silence soudain. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, frénétique maintenant, m'appelant par mon nom.
Je ne me suis pas retourné. J'ai poussé la porte d'entrée du restaurant et suis sorti dans l'air frais de la nuit, les lumières de la ville clignotant comme un millier d'yeux indifférents. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et fixé l'écran en marchant vers ma voiture. 6 900 € chaque mois pendant 7 ans. Je suis monté, j'ai fermé la portière et je suis resté assis dans le silence de mon véhicule. Le moteur éteint, le monde en sourdine. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable depuis le siège passager, je me suis connecté à chaque compte, chaque prélèvement automatique, chaque ligne de crédit partagée qui me liait à eux, et j'ai commencé à faire une liste. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant des heures après avoir quitté le restaurant, l'ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran projetant des ombres dans la pièce. La ville à l'extérieur s'était calmée, le bourdonnement habituel de la circulation réduit au passage occasionnel d'une voiture. Je n'étais pas en colère. Pas de la manière explosive et destructrice à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus froid, de plus clair. Aigri que Lucas réussisse mieux. Les mots résonnaient dans ma tête, non pas parce qu'ils me blessaient, mais parce qu'ils révélaient quelque chose que j'avais été trop proche pour voir. Mes parents y croyaient sincèrement. Ils regardaient le poste de cadre intermédiaire de Lucas et y voyaient le succès. Ils regardaient mon revenu stable, ma fiabilité constante, mais cette année de soutien silencieux, et ne voyaient rien. Ou pire, ils voyaient exactement ce que j'étais, une ressource, un moyen pour une fin. J'ai ouvert mon historique bancaire et j'ai commencé à faire défiler. Les transactions s'étendaient à l'infini. Un enregistrement numérique de mon invisibilité. Février 2018, paiement du crédit immobilier, 2400 €. Mars 2018, mensualité de la voiture, 800 €. Avril 2018, réparation d'urgence du toit, 3200 €. Encore et encore. Je n'avais jamais demandé de reconnaissance, jamais exigé de gratitude. J'avais simplement continué à être présent, à payer, à jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Le fiable, l'ennuyeux, celui qui n'avait pas besoin de célébration parce que son travail était de rendre possible les célébrations de tous les autres. J'ai pensé à Lucas. Sa promotion était réelle. Je n'en doutais pas. Il avait travaillé pour l'obtenir, à sa manière. Mais la différence entre nous n'était pas le talent ou l'ambition. C'était la visibilité. Lucas savait comment mettre en scène le succès. Il savait comment transformer chaque petite victoire en une histoire digne d'être racontée. Chaque accomplissement mineur en un moment digne d'un toast. Moi, je travaillais simplement, tranquillement, efficacement, et apparemment avec amertume. J'ai fermé l'application bancaire et ouvert mes emails. Le dossier intitulé « Famille » était un cimetière de demandes sans réponse. Peux-tu couvrir ça? Peux-tu aider avec ça? Juste le temps qu'on se remette sur pied. Chaque message une petite demande. Chaque petite demande s'additionnant à quelque chose de massif. J'avais construit leur stabilité sur mon dos et ils n'avaient même jamais remarqué le poids. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Antoine, parlons-en. Tu réagis de manière excessive. J'ai posé le téléphone face contre table et n'ai pas répondu. Une autre vibration. Mon père cette fois. Appelle-moi maintenant. J'ai éteint le téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert chaque compte partagé, chaque identifiant de service public commun, chaque élément de l'infrastructure financière qui me connectait à eux. J'ai tout documenté, pris des captures d'écran, sauvegardé les confirmations, construit une trace écrite qui ferait pleurer de joie n'importe quel auditeur. Quand j'ai eu fini, il était plus de minuit. Mon café avait refroidi. J'avais mal au cou à force d'être penché sur le clavier, mais j'y voyais clair. J'avais passé 7 ans à financer une vie dans laquelle je n'étais pas le bienvenu. 7 ans à être le filet de sécurité dont ils prétendaient qu'il n'existait pas jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. 7 ans à attendre qu'ils me voient. Ils ne le feraient jamais, alors j'allais le leur faire ressentir. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond et laissant l'engourdissement s'installer. Pas de tristesse, pas de rage, juste la compréhension silencieuse et finale que c'était fini. Demain, je commencerai à tout débrancher. Ce soir, je suis juste resté assis dans le noir, à écouter le silence. Un silence que j'avais été trop occupé pour remarquer auparavant. Et pour la première fois depuis des années, ce silence ne semblait pas vide. Il avait le goût de la liberté. Je me suis réveillé à 6 heures,
le plus tôt que je me sois levé un week-end depuis des mois. Pas de réveil, juste le poids d'un objectif qui m'a tiré du sommeil. J'ai fait un café fort et noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable avant que le soleil ne soit complètement levé. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque. Une représentante a répondu à la 3e sonnerie, sa voix professionnellement enjouée malgré l'heure matinale. Je dois annuler plusieurs paiements automatiques, ai-je dit, en gardant un ton professionnel. J'ai les numéros de compte sous la main. Elle m'a guidé à travers le processus. Chaque annulation nécessitait une confirmation. Chaque confirmation était comme couper un fil. Le prélèvement automatique du crédit immobilier, les virements pour les charges, les paiements des prêts automobiles, les minimums des cartes de crédit. Un par un, je les ai tous supprimés. Y a-t-il une raison pour ces annulations, a-t-elle demandé, tenue par la politique de l'entreprise. Changement de situation financière, ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. À 7h30, j'avais démantelé 7 ans d'infrastructures financières. Le compte courant de mes parents, celui sur lequel je virais discrètement de l'argent chaque mois, n'était plus que le leur. Les cartes de crédit partagées étaient bloquées sous mon autorité, en attente de la suppression de mon nom. Les polices d'assurance que je couvrais avaient des avis d'annulation prévus pour la fin du mois. J'ai fait un tableur. Colonne 1, service. Colonne 2, date d'annulation. Colonne 3, impact estimé. C'était froid, clinique. Exactement ce qu'il fallait. Ensuite, je me suis connecté au site web de la société de crédit immobilier. La maison était techniquement au nom de mon père, mais l'historique des paiements était entièrement le mien. J'ai demandé un décompte complet de chaque paiement effectué, de chaque euro contribué, de chaque frais de retard que j'avais discrètement couvert. Le système a généré un PDF, 63 pages de transactions. Je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Puis, j'ai fait quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années. J'ai sorti les documents d'achat originaux de mon classeur, ceux qui montraient mon apport, ceux qui prouvaient que j'avais avancé 60% de la valeur de la maison, tandis que mon père avait contribué à hauteur de 40%. Nous avions structuré cela étrangement, un arrangement sur lequel mon père avait insisté pour des raisons fiscales, mais les papiers étaient clairs. J'avais des parts substantielles. J'ai scanné chaque page, les ai organisées dans un dossier, et envoyé des copies à mon email personnel. À 9h, j'avais terminé. Mon téléphone avait vibré par intermittence, des notifications que j'avais ignorées. Je l'ai finalement rallumé et j'ai regardé les messages affluer. Maman, Antoine, le paiement du crédit n'est pas passé. As-tu oublié? Papa, appelle-moi immédiatement. Quelque chose ne va pas avec les comptes. Lucas, mec, c'est quoi ton problème? Emma, maman panique. Que as-tu fait? Je les ai tous lus sans répondre. Puis j'ai ouvert une nouvelle conversation et j'ai tapé une seule phrase à ma mère. Je n'ai pas oublié. Je me suis souvenu exactement de qui je suis. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai vu les 3 petits points apparaître alors qu'elle commençait à taper une réponse. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'elle disait. J'ai fermé l'application de messagerie et j'ai ouvert mon calendrier. Lundi matin, j'avais un rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit immobilier. J'avais pris le rendez-vous 1 heure auparavant, juste après avoir annulé le premier paiement. L'objet de mon rappel de calendrier était simple, consultation droit de propriété. J'ai passé le reste du samedi déconnecté. Pas de téléphone, pas de mail, pas de famille, juste moi. Un livre que je voulais lire depuis des mois et la satisfaction tranquille de savoir que quelque part en ville, la panique commençait à s'installer. Ils voulaient que le succès de Lucas soit célébré. Ils voulaient que leurs factures soient payées de manière invisible. Ils voulaient que je sois absent de la table mais présent dans les virements bancaires. Maintenant, ils n'auraient rien de tout cela. Et le meilleur, c'est que j'avais tout fait dans les règles. Chaque annulation légale, chaque document sauvegardé, chaque action défendable. J'avais passé 7 ans à être leur fondation. Maintenant, j'étais curieux de voir ce qui se passerait quand le sol se déroberait sous leurs pieds. La réponse ne tarderait pas. On a commencé à frapper à ma porte à 8h47 du matin. Des coups forts, frénétiques, le genre de coups qui faisaient regarder mes voisins par leur judas pour voir ce qui se passait. J'étais déjà réveillé, assis sur mon canapé avec un café et le journal du dimanche étalé sur mes genoux. Je m'y attendais, espérant même secrètement que cela arrive. J'ai posé mon café,
me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Emma se tenait dans le couloir, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant encore son pantalon de pyjama et un sweatshirt trop grand. Son visage était rouge. Que ce soit à cause de la montée des escaliers ou du stress, je ne saurais le dire. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Emma, qu'est-ce que tu as fichu ?» a-t-elle lâché, sa voix se brisant. L'électricité a été coupée chez maman et papa ce matin. L'eau a cessé de couler hier à midi. Ils ne peuvent pas accéder à la carte de crédit commune. Antoine, que se passe-t-il? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont pas à moi. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Ses yeux étaient grands, désespérés. Ils sont en panique. Maman a appelé toutes les compagnies de services publics, mais elles ont toutes dit que les comptes avaient été fermés par le titulaire principal de la carte. C'est toi. Oui, ai-je dit simplement. C'est bien moi. Pourquoi? Elle s'est approchée, baissant la voix alors qu'un voisin passait, faisant semblant de ne pas écouter. Qu'est-ce qui s'est passé au dîner? Maman a dit que tu avais juste pété les plombs et que tu étais parti. A-t-elle mentionné ce qu'elle a dit avant que je parte? Emma a hésité. Elle a dit que tu faisais du cinéma. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé. Maman m'a dit de quitter la fête de Lucas parce que ma présence la gâchait. Papa a dit que payer les factures ne signifie pas que j'ai de l'importance. Puis il a ajouté que je suis juste aigri parce que Lucas réussit mieux que moi. Le visage d'Emma a changé, le côté défensif s'adoucissant pour laisser place à quelque chose de plus proche de l'inconfort. Il ne le pensait pas comme ça. Comment aurait-il pu le penser autrement? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Antoine, je sais qu'ils peuvent être difficiles, mais tu nous punis tous pour une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée? J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Emma, je finance vos vies depuis 7 ans. 7 ans de paiement de crédit immobilier, d'assurance auto, de charges, de dépenses d'urgence. J'ai payé le photographe de ton mariage. J'ai couvert l'opération dentaire de maman. J'ai été le distributeur automatique invisible qui maintient cette famille à flot. Et la seule fois où je me présente à un dîner de famille, on me dit que je n'ai pas d'importance. Tu as de l'importance, dit-elle rapidement. Tu sais que si. Non. Pas pour eux. Pas quand ça compte. Je me suis redressé, ma voix calme mais ferme. Lucas a été promu directeur de compte senior. C'est super. Vraiment, tant mieux pour lui. Mais est-ce que quelqu'un a demandé comment allait mon travail? Est-ce que quelqu'un s'est demandé si j'avais quelque chose à célébrer? Ou étais-je juste censé m'asseoir là, finançant tranquillement le dîner pendant que tout le monde portait un toast à l'enfant prodige? Emma a baissé les yeux. Je n'y ai pas pensé comme ça. Aucun de vous ne l'a fait, parce que vous n'aviez pas à le faire. J'ai rendu les choses faciles. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Mais j'ai fini de rendre les choses faciles. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il panique. Papa parle d'appeler des avocats. Lucas est furieux. Et maman. Antoine, elle ne gère pas bien la situation. Ce n'est plus mon problème. Si, ça l'est. La voix d'Emma s'est de nouveau élevée. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Ce sont eux qui m'ont tourné le dos les premiers. J'ai rencontré son regard, sans ciller. J'étais à cette table, Emma, physiquement présent, et ils m'ont quand même traité comme si je n'étais pas là. Alors maintenant, je leur donne ce qu'ils voulaient. Je suis parti. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. S'il te plaît, parle-leur. Arrangez ça. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de mon argent, les jeux corrigés. Il y a une différence. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, la frustration et le désespoir se mélangeant dans son expression. C'est insensé. Tu es égoïste. J'ai failli en rire. Égoïste, vraiment? Parce que prendre soin de moi au lieu de tout le monde, c'est égoïste. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dis-leur exactement ce que j'ai dit au dîner. Si Lucas réussit si bien, il peut gérer les 6 900 € par mois sur lesquels il comptait. Ou mieux encore, ils peuvent se débrouiller seuls.
Ce sont des adultes. Emma est restée là un long moment, sa respiration inégale. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'ascenseur sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, puis j'ai fermé ma porte et l'ai verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un autre message. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis rassis sur mon canapé, j'ai pris mon café et j'ai bu une longue gorgée. Il était devenu tiède, mais je m'en fichais, car demain matin, j'avais rendez-vous avec un avocat, et une fois cette réunion terminée, les vraies retombées commenceraient. Ils me voulaient parti, très bien. Mais ils allaient apprendre ce que cela signifiait vraiment de me perdre. Le cabinet de Maître Dubois occupait le 14e étage d'un immeuble de verre et d'acier en centre-ville. Je suis arrivé 10 minutes en avance, je me suis présenté à la réception et on m'a conduit dans une salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la ville. Maître Dubois est entré à l'heure pile, une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et une allure pragmatique. Elle portait un dossier en cuir et une tablette, posant les deux sur la table avant de me serrer la main. « Monsieur Lefebvre », m'a-t-elle salué. « Merci d'être venu. J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Vous avez là une situation assez particulière. » C'est une façon de le dire, ai-je répondu. Elle a ouvert son dossier, révélant des copies imprimées de l'accord d'achat de propriété que j'avais scanné pendant le week-end. Commençons par les bases. Vous avez contribué à hauteur de 180 000 € à l'achat d'un bien actuellement évalué à environ 420 000 €. Votre père a contribué à hauteur de 120 000 €. L'acte de propriété, cependant, ne mentionne que son nom. Correct. Avez-vous des preuves de votre contribution? J'ai sorti mon propre dossier, le faisant glisser sur la table. Virement bancaire, reçu de transfert, une lettre signée de mon père reconnaissant la structure de l'apport. Et ceci, j'ai tapé sur une page spécifique, un accord notarié datant de la clôture stipulant qu'en cas de vente ou de transfert, j'ai droit à 60% du produit net. Les sourcils de Maître Dubois se sont légèrement haussés. C'est très bien documenté. Je suis doué avec la paperasse. Elle a parcouru les pages méthodiquement, son expression indéchiffrable. Votre père ne vous a jamais transféré une partie de la propriété, même avec cet accord en place. Il a dit que c'était plus simple fiscalement de garder un seul nom sur l'acte. J'étais jeune et je lui faisais confiance. J'ai fait une pause. J'ai appris depuis. Et maintenant, vous voulez faire appliquer cet accord. Je veux ce qui m'appartient légalement, ai-je dit. Ou, au minimum, je veux qu'ils comprennent que je ne suis pas juste un personnage secondaire dans leur histoire. J'ai un moyen de pression. J'ai des droits. Maître Dubois s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Quel est votre objectif final ici, monsieur Lefebvre? Cherchez-vous à forcer une vente, à récupérer votre investissement, à établir une propriété légale? J'y ai réfléchi. Honnêtement, je ne suis pas encore sûr. Pour l'instant, je veux juste qu'ils comprennent que tout ce qu'ils prenaient pour acquis, la maison, la stabilité, le filet de sécurité financier, n'était possible que grâce à moi, et que je peux le reprendre. Elle a hoché la tête lentement. Nous pouvons déposer une plainte contre la propriété pour enrichissement sans cause. Nous pouvons exiger la reconnaissance de votre participation au capital. Nous pouvons même demander à forcer une vente s'il refuse de coopérer, mais un litige est coûteux et compliqué. J'en suis conscient. Il y a une autre option, a-t-elle poursuivi. Nous leur envoyons une lettre d'intention formelle, exposant votre position juridique, indiquant clairement que vous avez la documentation, le fondement juridique et la volonté de poursuivre. Parfois, la menace suffit. Et si ce n'est pas le cas? Alors nous irons plus loin. Ce document est solide. Si nous allons au tribunal, vous gagnerez, mais cela détruira toute relation qui reste avec votre famille. J'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas. Des gens vaquant à leurs occupations, inconscients de l'effondrement silencieux qui se produisait dans la mienne. La relation est déjà détruite. Ils ne le savent juste pas encore. Maître Dubois a hoché la tête, acceptant cela. Alors nous allons rédiger la lettre. Je l'aurai prête pour relecture d'ici demain en fin de journée. Une fois que vous l'aurez approuvée, nous l'enverrons par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de vos parents. Parfait. Elle a fermé son dossier. Une dernière chose, monsieur Lefebvre. D'après mon expérience, ces situations révèlent souvent des problèmes plus profonds. L'argent est rarement juste une question d'argent. Êtes-vous prêt pour la suite?
La colère, les accusations, la potentielle rupture permanente. J'ai rencontré son regard. J'ai été invisible pendant 7 ans. Si la rupture est le prix à payer pour être vue, je le paierai. Elle s'est levée, me tendant à nouveau la main. Alors, assurons-nous qu'il vous voit clairement. J'ai quitté le cabinet 1 heure plus tard avec un plan, un calendrier et un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. La lettre arriverait chez eux d'ici mercredi. Elle détaillerait ma participation, ferait référence à l'accord initial et indiquerait clairement que je n'étais plus disposé à rester un partenaire silencieux dans une propriété que j'avais largement financée. Il pourrait négocier, ou il pourrait se préparer à une action en justice. Quoi qu'il en soit, les jours où il me traitait comme un meuble étaient terminés. Je suis allé à ma voiture, l'ai déverrouillée et me suis assis au volant sans démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré avec un autre message de ma mère. Je ne l'ai pas lu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé une seule ligne. Vous me vouliez parti. Maintenant, vous allez comprendre ce que cela coûte réellement. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. La ville défilant dans un flou de verre, d'acier et d'indifférence. D'ici mercredi, tout changerait, et j'étais prêt. La lettre a été livrée à 14h47. Je connais l'heure exacte car le cabinet de Maître Dubois m'a envoyé une notification de suivi au moment où elle a été signée à l'adresse de mes parents. La signature de mon père, rendue dans ce même gribouillis négligé qu'il utilisait pour signer les cartes d'anniversaire et les déclarations d'impôts depuis 40 ans. Je l'imaginais l'ouvrir, la façon dont son visage passerait de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère en lisant l'entête juridique. Les paragraphes soigneusement formulés exposant ma réclamation. La documentation jointe prouvant chaque euro que j'avais contribué. Mon téléphone a commencé à sonner à 15h12. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai laissé le suivant, et le suivant. À 17h, j'avais 17 appels manqués, 9 messages vocaux et une conversation par SMS qui avait dégénéré en exigences et accusations en majuscules. Papa, appelle-moi maintenant. C'est inacceptable. Maman, comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi? Lucas, tu essaies vraiment de prendre la maison. Tu es fou? Emma, Antoine, s'il te plaît. C'est allé trop loin. Je les ai tous lus avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe un orage lointain. Puis j'ai envoyé une réponse, non pas au groupe, mais directement à mon père. Je ne prends rien qui ne soit déjà à moi. Lis l'accord que tu as signé il y a 7 ans. Chaque mot est exécutoire. Sa réponse a été immédiate. On peut en parler. Ne laissons pas les avocats s'en mêler. Vous avez clairement exprimé votre position au dîner. Je ne fais que répondre en conséquence. J'ai posé le téléphone et me suis versé un verre. Un whisky. Sec. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer alors que le soleil se couchait. L'heure dorée laissant place à la lueur bleue du soir. On a sonné à ma porte. Je n'ai pas répondu. On a sonné à nouveau, suivi de coups. La voix de mon père, étouffée par la porte. Antoine, ouvre. On doit parler. J'ai pris une autre gorgée et je suis resté assis. Les coups ont continué pendant 5 minutes, puis ont cessé. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, lourd et défait. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai décidé de répondre. Monsieur Lefebvre, une voix de femme, professionnelle et sèche. Ici Carole Mendes d'Apex Prêt. J'appelle concernant la propriété au 4782 rue du Chêne. Êtes-vous le propriétaire partiel? Je me suis redressé. J'ai une participation dans cette propriété. Oui. Pourquoi? Votre nom est apparu dans nos dossiers comme ayant contribué à l'apport. Nous examinons actuellement une demande de refinancement soumise par Paul Lefebvre, et il y a une question sur la structure de propriété. Consentez-vous à ce refinancement? J'ai marqué une pause. Mon père essayait de refinancer, probablement pour retirer de l'argent pour couvrir les factures que j'avais cessé de payer, et il avait besoin de mon consentement à cause de cet accord notarié. Non, ai-je dit clairement. Je ne consens pas. Il y a eu un bref silence. Compris. Nous allons marquer cette demande pour un examen plus approfondi. Merci pour votre temps. Elle a raccroché. Je me suis rassis, analysant ce qui venait de se passer.
Mon père ne paniquait pas seulement à cause de la lettre. Il essayait déjà de la contourner, d'extraire de l'argent de la maison pour couvrir le manque à gagner soudain, et je venais de le bloquer. Mon téléphone a sonné à nouveau. Papa, encore. Cette fois, j'ai répondu. Allô? Que as-tu dit à la banque? Sa voix était tendue, à peine contrôlée. Je leur ai dit la vérité, que je ne consens pas à un refinancement sur une propriété dans laquelle j'ai une participation légale. Tu nous détruis, a-t-il crié. Comprends-tu que le crédit est dû? Les services sont coupés. On ne peut pas vivre comme ça. Alors Lucas peut t'aider. Il réussit mieux que moi, tu te souviens? Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas. Ma voix était calme, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Vous avez passé 7 ans à prendre mon argent, mon temps et mon soutien silencieux. Vous n'avez jamais demandé si c'était tenable. Vous ne m'avez jamais remercié. Et quand je suis venu célébrer mon propre frère, vous m'avez dit que je n'avais pas d'importance. Alors maintenant, je vous montre exactement à quoi ça ressemble quand je suis vraiment parti. On peut arranger ça, dit-il, le désespoir s'insinuant dans son ton. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux que vous compreniez ce que vous avez perdu. J'ai pris une inspiration. Je veux que vous soyez assis dans cette maison sombre et que vous réalisiez que chaque lumière qui s'est éteinte, chaque facture qui a été rejetée, chaque confort que vous preniez pour acquis n'était là que parce que je l'ai rendu possible. Et je veux que vous sachiez que vous avez tout jeté pour un toast. Antoine, s'il te plaît. Ta mère est hors d'elle. Lucas essaie de rassembler de l'argent. Emma emprunte à sa belle famille. Ça déchire la famille. Non, ai-je corrigé. Vous l'avez déchiré. Je vous laisse juste en ressentir les conséquences. Il a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. J'ai complètement éteint mon téléphone. Plus d'appels, plus de SMS, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas le triomphe, pas la vengeance, juste la certitude calme et inébranlable que j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'avait jamais été le mien. Demain, Maître Dubois enverrait la lettre de suivi, celle qui exposerait la réclamation formelle, celle qui ferait comprendre que ce n'était pas une négociation. Ils me voulaient partie de la table. Maintenant, ils allaient apprendre ce que signifiait perdre les fondations. 3 semaines ont passé. Pendant ce temps, le monde que ma famille avait construit sur mon dos s'est effondré en silence. Je n'ai pas assisté à cela en temps réel. Je n'en avais pas besoin. Les nouvelles me parvenaient par fragments, à travers des messages de tiers et des conversations surprises lors des rares événements sociaux auxquels j'assistais encore. Mes parents ont déménagé de la maison, non pas parce que j'ai forcé la vente, mais parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le rythme du crédit sans mes paiements. Ils ont trouvé une petite location de l'autre côté de la ville, un 2 pièces au mur fin et sans jardin. Les photos Facebook de ma mère ont cessé de montrer la cuisine rénovée. Mon père a arrêté de poster sur ses projets du week-end. Lucas a essayé de prendre le relais. Il a vraiment essayé. Mais 6 900 € par mois en plus de ses propres dépenses l'ont brisé en moins de 4 semaines. Les services ont été reconnectés, puis déconnectés à nouveau lorsque son paiement a été rejeté. Les voitures ont été saisies après 2 paiements manqués. Sa promotion, celle qu'ils avaient célébrée si bruyamment, était accompagnée d'une augmentation qui couvrait à peine son propre loyer. Emma a appelé une fois, une seule fois, pour me dire que j'avais gagné et pour me demander si j'étais heureux maintenant. Je lui ai dit que je n'essayais pas de gagner. J'essayais juste d'être vu. Elle a raccroché sans répondre. La lettre de Maître Dubois a suivi son cours dans le système juridique. Ma participation a été officiellement reconnue. Le refinancement que mon père avait tenté a été bloqué. La propriété est restée dans les limbes. Mon père, incapable de vendre sans mon consentement, incapable de l'utiliser pour obtenir de l'argent, incapable de faire autre chose que de la regarder devenir un monument à son erreur de calcul. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué. Mais c'était une fatigue différente d'avant. Ce n'était pas l'épuisement de soutenir une structure qui s'effondre. C'était la lassitude d'avoir enfin posé un poids que j'avais porté trop longtemps. J'ai commencé à reconstruire. De petites choses au début. J'ai redécoré mon appartement, acheté un nouveau canapé, accroché des œuvres d'art au mur. J'ai fait un week-end à la côte. Les premières vacances que je prenais en 5 ans qui n'étaient pas passées à m'inquiéter des appels d'urgence de la maison.
Je suis retourné à des passe-temps que j'avais abandonnés. J'ai recommencé à jouer de la guitare. J'ai rejoint une ligue de basket amateur. J'ai fait des projets avec des amis que j'avais négligés en étant le gestionnaire de crise de la famille. Et lentement, tranquillement, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les heures, en attendant la prochaine catastrophe. Un soir, environ 6 semaines après le dîner, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. L'adresse de l'expéditeur était celle de la location de mes parents. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait une seule page. L'écriture de ma mère, tremblante et inégale. Antoine, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu nous pardonneras un jour, mais je dois dire que je suis désolé. Pas parce que nous avons besoin de ton argent, même si c'est le cas. Pas parce que nous voulons que tu reviennes, même si c'est le cas. Mais parce que je comprends enfin ce que nous t'avons fait. Ton père et moi avons parlé hier soir. Vraiment parlé. Et nous avons réalisé que nous t'avions traité comme une infrastructure au lieu d'une famille. Nous avons célébré Lucas parce que son succès était bruyant. Nous t'avons ignoré parce que le tien était silencieux. Nous avons pris et n'avons jamais rien donné en retour. Je ne m'attends pas à ce que tu répares ça. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. J'avais juste besoin que tu le saches. Je le vois maintenant. Nous le voyons maintenant et nous avons honte. J'ai lu la lettre 3 fois, je l'ai posée, je l'ai reprise. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance de responsabilité que j'ai jamais reçue de leur part. Ce n'était pas suffisant pour effacer 7 ans. Ce n'était pas suffisant pour effacer le dîner, le renvoi, la cruauté des involtes, mais c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre, je l'ai placée dans un tiroir et j'ai continué ma soirée. J'ai préparé le dîner, regardé un film, je me suis couché à une heure raisonnable sans vérifier une seule fois mon compte en banque pour voir si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant par ma fenêtre et j'ai réalisé quelque chose de profond. Il ne me manquait pas. L'idée de la famille me manquait. Ce que j'avais espéré qu'il puisse être me manquait. Mais les personnes réelles, celles qui me voyaient comme une fonction au lieu d'un fils, ne me manquaient pas du tout. Et c'était bien comme ça. Parce que j'avais enfin appris la différence entre être utile et être apprécié, entre être présent et être vu. Ils m'avaient voulu partie. Ils avaient eu leur vœu exaucé. Et j'avais eu le mien. La liberté. La maison se réglerait d'elle-même un jour. La réclamation serait résolue. Les avocats feraient leur travail. Mais moi, j'allais déjà de l'avant, construisant une vie qui n'était pas définie par ce que je pouvais donner, mais par ce que je choisissais de garder. Et pour la première fois en 7 ans, l'équilibre était le mien.